Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, LIM, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Bienvenue à cet épisode du balado La Santé au-delà des mots. Mon invité aujourd'hui, Dr Jean-Joseph Condé de l'Association médicale canadienne. Au menu, les récents résultats du recrutement au niveau du CARMS, soit le système qui attribue les postes en résidence au Canada. Le Québec fait piètre figure en médecine familiale et nous allons tenter de comprendre pourquoi avec mon expert, Dr Jean-Joseph Condé. Bonne écoute. Jean-Joseph, bon matin. Bon matin, Jean-Pierre. Merci de prendre le temps. On débute la semaine avec une petite causerie, donc merci. Je pense que c'est ta 4e visite, donc en tant que médecin, mais également en tant que membre du conseil d'administration de l'Association médicale canadienne. Donc, merci d'être là. C'est toujours un plaisir, Jean-Pierre. On voulait... tu as fait une sortie récemment sur les médias sociaux, puis ça a fait beaucoup jaser. Peut-être pas assez, selon moi. La piètre performance du Québec là, au niveau du recrutement en médecine familiale. Donc, les résultats de la première mouture du CARMS 2026 sont sortis. Donc, beaucoup de postes non comblés. Là. C'était l'objectif de ta sortie. Donc, c'est une catastrophe, le CARMS, cette année. Particulièrement en médecine familiale. Mm-hmm. Habituellement, au premier tour au Québec, on a environ 80-90 postes qui sont non comblés. On est habitué. Puis au deuxième tour, ça finit entre 50 et 70. Mais là, écoute, cette année, c'est 150 postes non comblés en médecine familiale. Et encore pire, au niveau pan-canadien, c'est 60% des postes non comblés au Canada sont au Québec. Alors, le Québec, c'est à peu près 20% des médecins, 20% de la population, 20% des médecins, 20 000 médecins sur 100 000 au Canada, et 60% des postes non comblés dans tout le Canada se trouvent au Québec. Alors là, il faut se poser la question, mais mon Dieu, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas en médecine familiale et qu'est-ce qui ne marche pas particulièrement au Québec? On va donc décortiquer un peu ces chiffres-là, mais pour nos auditeurs qui connaissent moins le réseau de la santé et peut-être encore moins les études en médecine ou le cursus, qu'est-ce que le CARMS? Ça n'existait pas quand nous étions en médecine. Donc, qu'est-ce que le CARMS? Donc, en fait, le CARMS, c'est un système de jumelage des étudiants en médecine avec les facultés de médecine pour des postes de résidence. Donc, CARMS, Canadian Matching Service for Medical Students. Donc, service de jumelage canadien pour les étudiants en médecine. Donc, ça permet aux étudiants de choisir l'université dans laquelle ils veulent faire leur
formation postdoctorale et ça permet aussi aux universités de sélectionner des étudiants. Donc, c'est comme ça qu'on trouve un poste pour compléter sa formation en médecine une fois qu'on a reçu son diplôme de médecin. Est-ce qu'on pourrait dire que ça met quand même un peu les provinces en compétition l'une avec l'autre? Je reviens au moment où nous étions aux études en médecine. Ça aurait pu être relativement compliqué à l'époque de postuler pour un poste de résidence pour moi en chirurgie en Colombie-Britannique. J'aurais été un peu dépourvu, j'aurais dû faire des démarches un peu seul de mon côté, trouver les coordonnées de l'admission ou autre. Là. Puis on revient même quasiment avant Internet. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que ça crée une sorte de compétition? Puis que là, avec les conditions difficiles de la pratique au Québec, on est un petit peu en train de récolter le fruit là, de plusieurs années là, de problèmes, je sais pas. C'est sûr que les étudiants en médecine ont le choix. D'ailleurs, écoute, bel exemple, ma fille vient de compléter le CARMS. Puis, comme tu dis, elle a appliqué dans toutes les provinces canadiennes. Ben, tu vois. Alors qu'à notre époque, écoute, on appliquait au Québec dans les quatre facultés, puis on restait très, très local. On n'avait pas l'idée d'aller faire notre résidence en Alberta ou en Colombie-Britannique. Alors maintenant, avec le CARMS, c'est très facile. Donc, tu prends ton dossier académique et tu le soumets aux différentes universités canadiennes. Donc oui, c'est plus facile pour un résident québécois d'aller faire sa spécialité à l'extérieur du Québec, en autant qu'il soit choisi, évidemment, par l'université. Donc, mais historiquement, il y a toujours eu une petite pénurie, ou tout au moins au cours des dernières années, là, au niveau des postes non comblés en médecine familiale au Québec. Est-ce que tu me corrigeras? Ou... Il y a toujours eu un problème, là, disons. Oui, il y a toujours eu plus de postes non comblés au Québec que dans le reste du Canada. Et l'explication habituelle, c'est la langue, évidemment, parce que nous pouvons seulement prendre les résidents, parce que pour avoir son permis de pratique, évidemment, au Québec, pour faire sa résidence, il faut parler français. Donc, le Québec est peut-être plus limité au niveau des diplômés hors Canada, États-Unis, des diplômés canadiens qui veulent venir faire leur résidence au Québec, ce qui n'est pas le cas pour les Québécois qui sont pour la plupart bilingues, qui peuvent aller travailler à l'extérieur. Donc oui, il y a toujours eu plus de postes non comblés au Québec. Mais cette année, pourquoi on tire la sonnette d'alarme, c'est que c'est pire. On est passé de 90 postes non comblés à 150. Et comme je disais, c'est 60% de tous les postes non comblés au Canada sont au Québec. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au Québec cette année? L'IM Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Avant de parler peut-être du problème québécois, est-ce que toi qui pratiques, avant de commencer, on disait que tu pratiques la médecine familiale depuis bientôt 40 ans, est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'attrait même pour la médecine familiale au Canada ou en raison de la... Moi, je trouve que c'est un métier qui m'apparaît très difficile. Là. C'est par rapport... ça a l'air curieux, mais c'est beaucoup plus confortable d'être très bon dans peu de choses qu'être bon dans tout. Je sais pas. Oui, et tu as tout à fait raison. Surtout que la médecine familiale devient plus complexe. Tu sais, exemple, quand j'étais résident, il y avait 3 molécules pour les anticalciques. Exactement, il y avait 3 molécules, c'était facile. Maintenant, écoute, il y a plein de molécules, il y a toutes sortes de protocoles.
sortes de protocoles pour le cholestérol, pour les traumatismes crâniens, pour le diabète. Donc, ça devient très compliqué pour un médecin de rester à jour dans tous les domaines de la médecine familiale. Donc oui, c'est devenu une spécialité très complexe. Donc ça cause des problèmes. Et aussi, c'est la spécialité où il y a le plus de tâches médico-administratives. Les médecins de famille au Canada sont les médecins qui passent le plus de temps à faire de la paperasse, les formulaires qu'il faut compléter. Les médecins de famille sont ceux qui restent vraiment après les heures, qui restent le soir pour faire de la paperasse. Toi, comme chirurgien, je ne sais pas combien d'heures par semaine tu passes à faire de la paperasse, mais un médecin de famille, c'est 9,9 heures par semaine. J'aurais dit la moitié. 2 heures par jour. Moi, j'aurais dit 4 à 5 dans mon cas. Ce qui est déjà beaucoup trop, selon moi. Là, parce que c'est pas. Il y a de la paperasse que je qualifie de pertinente. Là. Si je suis en train de... Je revois un rapport d'examen où je dois aviser le patient, mais c'est un petit pourcentage de la paperasse qui est vraiment pertinente. Là. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment qui alourdissent la pratique, puis c'est du moment qu'on ne peut pas passer auprès des patients, ou encore qu'on passe en dehors des heures, puis là, il y a les enjeux de qualité de vie, puis tout ce qu'on peut imaginer. Le formulaire fédéral pour les patients handicapés aux fins d'impôt, 15 pages. 15 pages à remplir pour dire que ton patient a un problème qui le rend inapte à travailler pour fin d'impôt. Et il faut le remplir aux 5 ans. Aux 5 ans, le patient vient te voir avec le même formulaire que tu dois remplir pour le même service fiscal pour dire que non, il est handicapé, il ne peut pas travailler. Et en plus, la clientèle s'alourdit. Et ce qui m'avait frappé, je ne sais pas quel invité m'avait dit cela, mais en raison de la pénurie de personnel paramédical dans le réseau, je vais penser par exemple en physiothérapie. Un patient sera en attente pour voir un physiothérapeute ou autre, va venir revoir son médecin de famille 2 fois, 3, pendant qu'il est en attente de voir un autre professionnel, un psychologue ou... Donc, tout à fait, et on le voit aussi avec les médecins spécialistes, les listes d'attente pour voir un médecin spécialiste. Hein? Donc, qu'est-ce qui arrive au patient? Le patient qui attend sa prothèse de hanche, écoute, c'est moi que j'attends, le docteur, j'ai toujours pas eu d'appel, il reprend rendez-vous avec son médecin de famille. Puis au bout d'1 an, il n'y a toujours pas eu d'appel. Il reprend encore rendez-vous avec son médecin de famille. Puis le médecin de famille est aussi, ça devient frustrant pour lui parce qu'il est limité. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ben oui, écoute, j'ai fait ta demande, vérifie. Ben oui, elle est toujours dans le système. Tu en attends pour voir l'orthopédiste. Même chose pour les coloscopies. Ah, d'après les critères, ça devrait être dans 60 jours. Mais je n'ai toujours pas eu d'appel, docteur. Il vient voir son médecin de famille. Donc, quand il y a un problème d'accès à la médecine spécialisée, ça se répercute dans le bureau du médecin de famille qui est obligé de revoir son patient. Donc, ça alourdit la pratique, clairement. Écoute, je le vis moi-même parce qu'il n'est pas rare, moi, que je reçoive des notices là, des médecins de famille référents pour dire, tu sais, monsieur est en attente, donc depuis 1 an, n'a pas été vu. Parfois, il est peut-être tombé parfois dans une petite craque. On se demande pourquoi lui n'a pas été vu alors que d'autres l'ont été, mais c'est un problème. Donc, peut-être donc une certaine perte d'attrait de la médecine familiale au niveau pan-canadien, mais certainement un problème québécois. Certains attribuent là, ces mauvaises performances au niveau du CARMS, disons, à l'année 2025. Là, on a eu un projet de loi qui a été adopté, qui est le projet de loi 83. On a eu un autre projet de loi qui a été... abandonné, mais qui a créé passablement de remous. Est-ce que c'est seulement l'année 2025 au Québec ou c'est quelque chose, dans le fond, de chronique, comme une maladie chronique qui s'est détériorée, finalement, en 2025, pour faire une analogie boiteuse? Donc, je crois que c'est un problème chronique qui s'est accentué dans la dernière année. N'oublie pas, hein, depuis quelques années, le discours négatif envers les médecins de famille, ce sont des paresseux, ils ne travaillent pas assez, au point à rendre les médecins de famille responsables du manque d'accès aux soins en première ligne. C'est de la faute des médecins de famille si vous n'avez pas accès à des soins de première ligne. Donc, tout ce discours négatif
n'a pas aidé non plus. Et est arrivé, la cerise sur le sundae, ça a été la loi 2 l'automne dernier, qui a carrément fait peur, aux jeunes finissants qui ont dit, dans ces conditions-là, moi je reste pas au Québec. Juste à voir tes collègues qui sont déjà en pratique commencer à dire qu'ils vont quitter le Québec, qu'ils vont traverser en Ontario, qu'ils vont aller au Nouveau-Brunswick, ça n'encourage pas les résidents à appliquer sur un poste au Québec. Donc, je dirais que la loi 2 a été la goutte qui a fait déborder le vase, mais le vase commençait à se remplir depuis des années à cause d'une succession de messages négatifs envers la médecine de famille, parce qu'il y a un problème d'accès aux soins. Et les politiciens, évidemment, c'est facile comme politiciens de rendre les médecins de famille responsables du manque d'accès aux soins. Est-ce que selon toi, je faisais allusion au projet de loi 83 là, qui oblige à pratiquer dans le réseau public en début de pratique, est-ce que ça a été un élément selon toi important, ce que tu entends ou les discussions que vous avez? Ou c'est plus un petit caillou dans le soulier, dans la mesure où la majorité des médecins, de toute façon, ont l'intention de travailler dans le réseau public? Donc, je ne peux pas dire que j'ai entendu que c'était un facteur déterminant. La loi dans la dernière année, oui, elle a été déterminante, mais ça n'a sûrement pas aidé parce que n'oublie pas, le Québec est la province où il y a le plus de lois, de règlements qui encadrent la pratique de la médecine. Dans les autres provinces, on ne voit pas ça. Alors, si mettre des lois, mettre des règlements, ça augmentait la performance, écoute, au Québec, on serait champion, mais ça ne marche pas. Plus tu mets de règlements, plus tu essayes d'encadrer la pratique d'une profession libérale, plus les gens s'en vont, plus les gens vont voir ailleurs, parce que nous, à la base, c'est une profession libérale, la médecine. Mais j'essaie de voir comment se sortir de ce mécanisme-là, parce que c'est le réflexe qu'on a au Québec, c'est de réglementer à toutes les fois qu'il y a un problème. Donc, quelle solution? Puis ça ne le règle pas. On réglemente et ça ne le règle pas. On fait juste faire peur aux jeunes médecins. Et quand tu vois que tes collègues qui sont en pratique depuis 20-30 ans quittent la province, toi, as-tu le goût de dire hey, moi, je commence ma carrière dans la province? C'est sûr que ça n'a pas aidé. Est-ce qu'il y a un danger, selon toi, d'atteindre un certain point de rupture où c'est tout le temps un petit peu le système de l'œuf ou la poule, là, où la profession devient de moins en moins attrayante, puis là, on n'est plus capable d'attirer des candidats. Là, donc, comme cette année, moi, ça me semble vraiment majeur. Puis, je me dis, est-ce que l'an prochain, ça va être le double? Jusqu'où on peut aller? Là? En spécialité, quand même, il faut dire que ça va bien. Ça va bien. En fait, sur, je pense que c'était 365 postes non comblés au Canada, 246 étaient en médecine familiale. Donc, et en spécialité, sur 119 postes non comblés au Canada, il y en avait seulement 9 au Québec. Donc, c'est le contraire de la médecine familiale. 9 postes en médecine spécialisée non comblés étaient au Québec sur 119 dans tout le Canada. Tout à fait, ça fait 7%, versus 7% des postes non comblés au Canada étaient au Québec pour la médecine spécialisée, alors 60% pour la médecine de famille. Donc, la médecine spécialisée est encore attrayante. Le problème, je pense, qu'il se situe vraiment au niveau de la médecine familiale. Et oui, il va falloir qu'il y ait des gros changements. Ce n'est pas avec des projets de loi qu'on va améliorer les choses. Il va falloir premièrement, arrêter ce discours négatif envers les médecins de famille. Il va falloir valoriser la médecine familiale. Il va falloir réduire cette charge administrative dont on parlait, ce fardeau administratif de 9,9 heures par semaine que nos médecins passent à faire de la paperasse. Et autant en médecine de famille qu'en médecine spécialisée, il va falloir augmenter les ressources parce que le médecin aujourd'hui ne peut plus être la seule porte d'entrée du système. La population vieillit, il y a une augmentation des besoins, donc ça va nous prendre plus de ressources. Il va falloir que les médecins travaillent en équipe multidisciplinaire, mais là, le problème, c'est que on n'a pas les ressources, alors il va falloir travailler là-dessus.
Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Tu parlais de la médecine spécialisée. Nous, ce qui nous inquiète, je vais parler pour la chirurgie générale, là, c'est ma discipline. Nous, ce qui nous inquiète, ce n'est pas le manque d'attrait de la profession actuellement, c'est la pénurie de chirurgiens on appréhende peut-être nous dans une dizaine d'années. Là, on est très inquiet par le faible nombre de places allouées en résidence. Les statistiques sont bonnes, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de postes non comblés. Mais il n'y a peut-être pas assez de postes qui sont offerts à notre point de vue. Là. Je te parle de Québec, 3 à 4 postes par année. Encore une fois, nous sommes 2 dinosaures ce matin, mais moi, en 92, quand j'ai commencé ma résidence, nous étions 9 ou 10 là, dans mon année. Donc, puis encore une fois, il y a peut-être un petit cercle vicieux qui s'installe où on voit des médecins envisager non seulement de quitter, tu le disais tout à l'heure, mais aussi de prendre des retraites anticipées. Pas des catastrophes, là. On parle de gens qui disent qu'ils vont arrêter peut-être à 58, 59. Mais si on prend quelqu'un qui arrête à 59 au lieu de 65, 66, c'est 5 à 6 ans de service en moins dans le réseau. On multiplie ça parfois par 3 ou 4 autour de nous. Puis c'est comme si on enlevait une carrière au complet. Je ne sais pas si tu vois l'image un peu, là. C'est comme si on enlevait une carrière au complet, mais je trouve ça catastrophique. Et nos sondages le confirment. 50% de nos médecins, des médecins interrogés, pensent à réduire leurs heures travaillées au cours des 2 prochaines années, 50%. Et 30% comptent, exactement ce que tu dis, prendre une retraite anticipée ou changer de carrière, tout simplement, faire autre chose que la médecine. Donc, il y a un problème et ce que tu soulèves est d'autant plus inquiétant que nous avons une population vieillissante où les besoins vont aller en augmentant. Écoute, la semaine dernière, j'ai référé un patient à un chirurgien, un patient de 87 ans pour se faire opérer pour une hernie, mais à l'époque, il y a 30 ans, 87 ans, il n'y a pas beaucoup de gens en forme à 87 Impossible. ans. Ça vaut pas la peine de vous opérer pour votre hernie, il vous opérera pas, le chirurgien. Mais maintenant, tu vois que la personne est en forme, elle marche, elle joue au golf, c'est sûr, écoute, elle a le droit de se faire opérer à 87 ans. Tout à fait. Moi, alors, les besoins vont continuer à aller en augmentant, et si tu réduis le nombre de postes en médecine spécialisée, tu es en train de créer une autre catastrophe dans le futur. Écoute, comme autre exemple, je parle souvent à mes résidents des aortes rompues, des anévrismes rompus de l'aorte abdominale. Lorsque nous étions à la faculté ou en début de résidence, un patient de 80 ans avec une rupture de l'aorte abdominale restait à l'urgence. Le patient n'allait pas en salle d'opération. Parce que la mortalité était trop élevée, là. C'était futile. Puis aujourd'hui, l'âge n'est plus un obstacle. Oui, non. Donc c'est un double problème. Hein. Donc, c'est ces gens qui vieillissent, sont en forme et qui méritent de recevoir des soins, d'être opérés.
Et tu as tous ces gens aussi qui sont malades, mais qui, grâce aux avancées de la médecine, ils sont encore vivants. Les reins ne fonctionnent pas bien, le foie ne fonctionne pas bien, mais ils sont encore vivants. Écoute, l'autre jour, j'avais un patient, c'était son 4e cancer. Où est-ce que tu aurais vu ça il y a 30 ans, un patient avec 4 cancers, 78 ans, encore là? Alors, il va y avoir un boom de demande, un boom de besoins au niveau de la médecine. Et si on n'a pas les ressources, si on n'a pas les spécialistes, les médecins de famille, on ne pourra pas répondre à cette demande. Dis-moi, c'est peut-être une question qui vient du champ gauche, là. Je ne veux pas te prendre par surprise, mais pourrais-tu imaginer éventuellement que le gouvernement réglemente l'âge de retraite des médecins? Est-ce que c'est des choses que vous entendez là, au niveau de l'AMC ou qu'on empêcherait, entre guillemets, un médecin de prendre sa retraite avant tel âge? Moi, ça ne m'apparaît pas impossible. Mais aussi fou que ça puisse paraître. Ouais. C'est intéressant. Non, je ne l'ai pas entendu celle-là, mais écoute, si ça se produit, ce serait une autre catastrophe. Si ça se produit, on repasse l'épisode. Écoute, peut-être en guise de conclusion, Jean-Joseph, toi qui fais la médecine familiale depuis 40 ans, dans la même région, un passionné, là, une vraie vocation, dans quel état d'esprit ça te met cette situation où la médecine familiale est un peu laissée à elle-même, mal vue, décriée, tout ça, c'est l'amertume, des regrets ou la tristesse ou... Oui, écoute, de la tristesse. Je considère que la médecine familiale, c'est un peu... c'est la base, hein, c'est la base d'un système de santé fort. Puis les études européennes le montrent. Les sociétés qui ont une médecine familiale forte, l'indice de santé de la population est meilleur, il n'y a pas de doute. Donc, si on veut améliorer la santé de la population, ça nous prend une base forte. La médecine familiale, c'est la polyvalence. Ce sont des gens qui vont là, qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui veulent aider leurs patients dans plusieurs domaines de santé. Alors le fait que je vois que les jeunes médecins abandonnent la médecine familiale, pour moi c'est une tristesse et je m'inquiète pour l'avenir. Écoute, on va attendre, il va y avoir une deuxième ronde prochainement. On verra comment. Oui, on va suivre la deuxième ronde du CARMS. Habituellement, le Québec améliore son sort au deuxième tour du CARMS. Alors, on va voir cette année, mais on part de loin là, avec 150 postes non comblés au premier tour. Ça va être difficile d'avoir des bons chiffres au deuxième tour. Écoute, mon cher, on se laisse là-dessus, puis on souhaite le meilleur pour la suite. Puis je te remercie d'avoir pris quelques minutes ce matin. Mais au plaisir, Jean-Pierre. Merci. Au revoir. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.